Bonjour à tous, très content de vous recevoir pour ce nouveau webinaire avec notre partenaire donc School Lab et on est très heureux de t'accueillir aussi avec nous Thibaut pour parler de la thématique du BSR. Donc le BSR, qu'est-ce que c'est? Le bon de souscription par accord d'investissement rapide. C'est d'ailleurs toi la logique que tu avais au départ pour financer WildSense, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Et au final, est-ce que tu as fait du BSR ou tu n'as pas fait de BSR? Ça, voilà, c'est la surprise. Tu vas nous en dire plus, Thibaut, de ton côté. En tout cas, on est très content de vous recevoir ce matin pour parler de ce sujet parce que c'est une logique de financement qui est de plus en plus présente en France. C'est quelque chose qui a été aussi importé des États-Unis, qui a été aussi une pratique au Royaume-Uni. Donc, aux États-Unis, ça s'appelait le Simple Agreement for Future Equity, le SAFE, qui a été inventé, si on peut dire, par Y Combinator, le célèbre accélérateur, donc qui a permis d'accompagner Airbnb, entre autres. Et donc, en fait, ils se sont dit, on va créer quelque chose, un outil permettant de faciliter le financement des startups. Voilà pour la toute petite introduction. Mais avant qu'on présente et qu'on te présente et que tu te présentes, Thibaut, pour Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous voyez en haut à droite, il y a le chat. Donc, vous pouvez directement dire bonjour. Donc, on dit bonjour à tous. Vous avez aussi une section avec des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On y reviendra. On prendra 15 minutes à la fin. On va essayer de faire en sorte de discuter avec Thibaut et on va voir le sommaire dans quelques instants. Donc, vous avez aussi des sondages qu'on va vous faire passer pendant ce webinaire. On a également toute cette interaction qui est possible. Donc, sur le sondage, d'abord, il y a un premier sondage, moi, que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez, vous, le mécanisme du BSR? Ça, c'est la première question. C'est l'objet, effectivement, de ce webinaire. Et on va en parler plus en détail avec toi, Thibaut. Et avant que je te donne la parole pour te présenter et présenter ton projet avec WildSense, deux mots sur Seed Legals. Et en tout cas, merci aussi au School Lab pour ce webinaire qu'on organise ensemble. Donc, Seed Legal, c'est une plateforme qui permet de digitaliser l'ensemble des opérations sur le capital. C'est une plateforme SaaS. On s'est lancé il y a 4 ans au Royaume-Uni d'abord et on avait du coup, nous, la volonté de vouloir aider les entrepreneurs et entrepreneuses à faciliter tout ce qui est opération sur le capital, gestion de l'actionnariat. Donc, opération sur le capital, c'est quoi? C'est le financement. Le financement sous forme de BSR dont on va parler ce matin. Donc, au UK, c'est le SID-FAST, donc l'équivalent du SAFE dont je parlais. Il y a également le suivi des tables de capitalisation. Il y a également aussi les levées de fonds sous forme plus classique d'augmentation de capital. C'est d'ailleurs ce que toi, tu as peut-être choisi, Thibaut, tu vas nous dire, j'utilise. Ça m'a permis aussi de pouvoir gérer tout ça et de générer toute la documentation en ligne, la partager, la signer, également pour tout ce qui est partage du capital, BSPCE pour la France, BS Advisor, etc. Donc, ça a très bien marché. On a plus de 15 000 startups investisseurs sur la plateforme. On fait plus d'une centaine d'opérations par mois. Donc, voilà en 2 mots pour nous, Seed Legals. Et toi, du coup, Thibaut, merci encore de participer à ce webinaire et donc de nous donner, toi, ton avis en tant qu'entrepreneur sur cette question BSR, fundraising, donc augmentation de capital, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différences, pourquoi. Donc, je te passe la parole pour te présenter en quelques mots. Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Thibaut, je suis fondateur d'une boîte qui s'appelle WildSense, qui a pour but d'aider les forestiers à s'adapter au changement climatique. Concrètement, on utilise des images satellites pour aider les forestiers à trouver les risques, notamment les insectes ravageurs, dans leur forêt. Parfait, effectivement. Et ça, du coup, c'est assez porteur comme marché. Et donc, toi, tu as une logique qui a été, on a le projet, on l'a créé. Vous êtes combien? Vous êtes plusieurs sur ce projet-là? On est 3 pour l'instant, on est une petite équipe de 3 personnes. Là, on est en pleine levée de fonds, justement, donc un peu anticipatif, mais on a embauché 3 personnes de plus qui arrivent en avril. Et voilà, donc en fait, on est une boîte toute jeune. On est au stade pre-seed, on a un produit, on a un MVP, on a quelques projets pilotes payants, mais ça fait concrètement 3-4 mois qu'on a lancé le projet. Donc, le profil de la boîte, c'est vraiment un profil en amorçage. Parfait. Et c'est exactement le type de profil justement de start-up qui a potentiellement donc l'idée de se financer
via des BSR. On va voir pourquoi. C'est d'ailleurs le thème de ce matin. Et sur cette logique, on va du coup aborder 4 points ce matin ensemble. Donc, les premiers, c'est les différents mécanismes de financement. On en parlait juste avant de se connecter ensemble. Tu as une petite anecdote assez intéressante à nous partager de ton côté, Thibaut. On va voir ça. Comment fonctionne aussi un financement via BSR, parce que la logique est un petit peu différente que celle d'une augmentation capitale. On va aborder ces différents éléments. D'ailleurs, sur le 3e point, avec quelles sont ces différences et similitudes. Et puis, enfin, on montrera très rapidement également sur ce qui dégage sur la plateforme, parce que nous, on a le workflow qui permet justement de digitaliser, comme je l'ai dit, l'ensemble de ces paramètres, de paramétrer l'opération et de générer la documentation, de la signer, et avant de la signer, de la partager avec les investisseurs. Voilà l'idée. Donc, on vous fera une petite démo sur la plateforme. Donc, je disais une petite anecdote, effectivement, parce que si j'agrandis un peu cette slide, c'est une slide qu'on a l'habitude justement de partager dans la plupart de nos webinars, quasi tous nos webinars. Pourquoi? Parce que quand on finance une société, il y a beaucoup d'outils pour financer sa société et son projet. Typiquement, WellSense, de ton côté, toi, Thibaut, tu t'es posé la question au départ, OK, il faut initier le projet, on va créer la société. Donc, déjà, tu l'as créé ton SAS. Hein, ça, sur la forme juridique, généralement, il y a quasi, peut-être pas 100%, mais très grande majorité sont des SAS pour les startups. C'est la forme juridique la plus commune. Et en tout cas, c'est ce qu'on recommande. C'est ce dont les investisseurs ont l'habitude de voir pour la forme sociale dans laquelle ils vont investir. Et bon, ceci étant dit, après, c'est OK, est-ce qu'on finance nous avec nos propres économies? Si oui, comment? Est-ce qu'on va mettre tout ça dans le capital? Je te lance une perche. Et après, en fait, on le voit, tout ce qui est dilutif, donc en fait, ce qui touche au capital, comme les augmentations capitales ou comme le BSR, mais le BSR, ça ne va pas avoir un impact tout de suite sur l'aspect dilution, et donc ce sera remis un peu plus tard, on va voir pourquoi. Ensuite, on a aussi tout ce qui est quasi fonds propres, donc dilutif ou non dilutif, ça c'est le concours d'associés par exemple, donc on va en parler à l'instant avec toi Thibaut. Il y a aussi les obligations convertibles. Les obligations convertibles, c'est quoi? Ça permet en fait d'avoir un outil un peu hybride qui, côté investisseur, lui permet soit de rembourser en fait son investissement sans pouvoir le convertir en action par la suite. Donc c'est un mécanisme qu'on a vu pas mal ces derniers temps, notamment avec tout ce qui a été mis en place par le gouvernement pour aider les startups et autres sociétés à se financer et à faire face à la crise qu'on connaît. Et puis enfin, il y a aussi tout ce qui est donc le non dilutif, les dettes, la dette, on va faire un prêt auprès d'une banque, on va faire du coup des dossiers pour pouvoir obtenir des subventions, etc. Donc tout cet aspect non dilutif, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et en fait, c'est soit du dilutif, soit du non dilutif. Non, on est sur une logique vraiment de pouvoir du coup se financer avec l'ensemble de ces différents outils. Et nous, on va se concentrer ce matin sur toute la partie dilutive. Et donc, toi, de ton côté, Thibaut, ce que tu me disais tout à l'heure, c'était hyper intéressant parce que, en fait, tu n'avais pas connaissance de un peu ces différentes mécaniques, notamment sur le compte courant d'associé, mais du coup, comment toi, tu as abordé ces questions? Et ton anecdote est assez éclairante. Donc, dans mon ancien boulot, j'avais vendu des actions, donc j'avais un peu d'argent mis de côté. Et quand j'ai commencé cette boîte, je me suis dit, je vais mettre 25 000 euros dans la boîte. Et donc, un peu naïvement, à la création de la boîte, quand il me disait combien je vais mettre en capital social, j'ai mis les 25 000 euros, punto basta. Et c'est seulement après, en parlant avec d'autres entrepreneurs durant cette levée de fonds-là, que quelqu'un m'a dit c'est bien, enfin, assure-toi une fois que la levée est faite de reprendre tout ce que tu as mis en compte courant. Et je leur ai demandé compte courant. Moi, j'ai tout mis en capital social. Et le capital social, en fait, est très, très, très compliqué de récupérer son argent une fois qu'on a des investisseurs. Alors que si j'avais mis 1000 euros à la création de la boîte en capital social et que j'avais mis le reste en compte courant d'associé, une fois que je lève des fonds, je peux ensuite récupérer cet argent-là et me dérisquer personnellement en fait du projet un petit peu. Chose que je n'ai pas faite. Donc voilà, je suis all-in pour WildSense et j'espère que ça va marcher parce que sinon je suis claqué. Voilà, tu as mis là, tu vois, all in, comme tu as dit, effectivement. Pourquoi? Parce que c'est très, très juste ce que tu dis. Et quand on veut créer sa société au départ, généralement, c'est exactement ce que tu as dit. On fait un capital social qui peut être de 1000 euros.
et surtout aussi prévoir un prix par action le plus bas possible, c'est-à-dire 1 centime en France. Au UK, aux États-Unis, on est à 1 millionième de dollars ou de pounds. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va avoir un capital de 1 000 euros et quand on prévoit d'avoir du coup un prix par action de 1 centime, ça va permettre d'avoir une granularité hyper importante sur comment gérer son capital et d'avoir un nombre assez important d'actions. Si on a du coup 1 000 euros de capital avec 1 centime par action, ça veut dire qu'on a 100 000 actions qu'on pourra gérer. Et donc, pour revenir à ce que toi tu disais, Thibaut, sur l'aspect compte courant d'associé, effectivement, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cette info parce que là, tu l'as mis en capital. Et comment on peut du coup pouvoir monétiser ça ou en tout cas récupérer cette somme? Si tu l'avais fait en compte courant d'associé, le compte courant d'associé, c'est quoi? C'est en fait une dette que la société a envers toi, créancier, et donc associé de la boîte où tu as apporté cette somme. Et donc là, tu peux récupérer cette somme. Il y a des conventions de compte courant d'associés qui sont du coup généralement faites de manière assez standard. Nous d'ailleurs, on le fait sur site légal parce qu'on permet aussi de digitaliser certains aspects plus du quotidien en termes de contrats, etc., notamment cela. Mais donc, pourquoi du coup tu peux pas récupérer la somme en capital? Parce que le capital, c'est quelque chose qui n'est pas liquide, à la différence du compte courant d'associé qui est beaucoup plus liquide. Tu peux récupérer tout ça, mais typiquement là, effectivement, si tu veux récupérer cette somme des 25 000 euros, et ben en fait, il va falloir, comme tu l'as fait avec ta précédente boîte, il faut que tu cèdes, il faut que tu vendes tes actions pour pouvoir récupérer ça. En fait, c'est comme ça que tu peux monétiser cette partie du capital. Mais pour monétiser ça, quand on dit il n'y a pas de liquidité, c'est pourquoi? Parce que il faut pouvoir trouver une contrepartie. Il faut trouver quelqu'un, un acquéreur, qui va être lui prêt à pouvoir payer le prix pour pouvoir du coup, toi, te permettre de monétiser ce que tu as mis en capital. Mais bon, là, tu viens de créer la société, c'est pas trop l'idée. Ce sera dans, je te le souhaite en tout cas, quelques années, avec une valorisation et avec un prix par action qui aura grimpé en flèche. Mais voilà, ça c'est en tout cas tout ce que je te souhaite avec ton projet et tes associés. Donc ça, c'est vraiment l'idée un peu de ce premier point, de se dire, effectivement, et ton conseil, Thibaut, est top. C'est OK, on va créer une boîte, 1 000 euros de capital, tu mets en compte courant d'associé, tu peux récupérer derrière. Donc voilà, ça s'est pas passé comme ça pour toi, mais c'est pas grave. Au moins, tu vois, tu peux communiquer cette info et donner ces conseils aux personnes qui nous écoutent. Et sur l'autre partie, du coup, toi, sur le BSR, tu connaissais déjà ce mécanisme-là? Comment, en fait, ça t'est venu le fait de te dire, OK, moi, je vais peut-être passer par un BSR? Donc en fait, il y a ma copine qui est aussi entrepreneuse. Ça fait 3 ans qu'elle a monté sa boîte. Et elle est dans le hardware, donc chose qui est notorieux, enfin, qui est très difficile à financer, surtout dans un marché comme celui de la France. Et elle a découvert ce type d'outil-là. Et la particularité des BSAR, une des particularités des BSAR, c'est qu'on peut lever sur la durée. Une levée de fonds normale, il faut attendre que tous les investisseurs soient prêts, qu'ils s'alignent et tout le monde saute ensemble une fois qu'on a un montant déterminé. Avec les BSAR, on peut avoir de l'argent, et tu me corrigeras si je dis quelque chose qui ne va pas, mais avec les BSAR, on peut avoir de l'argent d'un investisseur qui arrive une fois que cet investisseur-là est prêt à signer, d'un autre quand l'autre est prêt à signer. Et donc, elle, ça lui a permis de se financer. En fait, elle a levé, je crois, 500 000 euros en BSAR, mais sur les 2-3 dernières années, enfin, sur les 2 dernières années, à travers ce mécanisme-là. Et ça lui a permis, en fait, de pouvoir lever des fonds et de tenir le coup, mais sans avoir tous les investisseurs d'accord au même moment. Et donc, elle m'a fortement conseillé de me renseigner un peu plus là-dessus parce qu'il y a quand même des avantages nets au BSAR, surtout quand on est une toute jeune startup. Et ça, c'est très juste. C'est très juste ce qu'elle t'a dit et là, ce que tu partages comme info, parce que effectivement, en fait, quand on fait des BSR, ça permet déjà, c'est contractuel, hein, donc il y a une augmentation de capital qui aura lieu lors d'un prochain tour de financement. On va en parler un peu plus en détail sur cette logique-là, mais c'est ce qu'on appelle aussi au UK le salami round. En fait, voilà, c'est par tranche, petit à petit, de manière hyper agile, on permet, en fait, à la startup et
Et donc, vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez chercher et essayer de convaincre des investisseurs. Et si c'est pas avec un roadshow où on bloque son temps et on attend, ce qui est la logique souvent avec l'augmentation de capital, on va aller du coup négocier une term sheet avec un lead investor. On pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et une fois qu'on a du coup négocié tous ces termes, là, hop, tout le monde rentre au capital avec la somme, et etc. C'est fait. Maintenant, on se focus sur la partie business et exécution. Mais là, comme tu viens de le dire, effectivement, ça permet le mécanisme du BSR de pouvoir se financer de manière hyper agile et flexible tout au long du développement et petit à petit, comme ça, si on rencontre des personnes qui sont susceptibles d'investir, qui sont du coup intéressées par le projet, de pouvoir leur dire, oui, effectivement, tu peux investir. Et petit à petit comme ça, et là, ton exemple avec ta copine est assez parlant parce que sur 2 ans, pour pouvoir lever 500 000 euros, le mécanisme du BSR permet tout à fait ça. Et il permet ça en plus de le faire avec des conditions. Donc là, on voit les différentes conditions, les clauses d'un contrat de BSR, valorisation cap, floor, taux de décote, date butoir, on va y revenir. Mais ça permet en fait de prévoir aussi des conditions un petit peu différentes parce que quand on est un investisseur qui finance aujourd'hui et qu'on en a un autre qui finance dans 1 an ou 1 an et demi, on n'a pas forcément le même risque non plus. Donc, on peut également adapter ces conditions. C'est peut-être ce qu'avait fait ta copine Thibaut. Et donc, c'est clair que le mécanisme du BSR permet de pouvoir avoir cette flexibilité-là. Il y a aussi des possibilités avec une augmentation capitale, de pouvoir laisser ouvert avec des délégations de pouvoir. Mais là, en fait, on est sur une question de valorisation aussi. Est-ce que ça, c'est une question qui était venue de ton côté en disant, voilà, ça fait 3 mois que j'ai créé la boîte, fixer une valorisation, bon, peut-être un peu une question c'est sur des projections, c'est sur des revenus futurs, etc. Et le BSR, lui, permet également, on parle de valorisation. Là, on le voit quand on dit valorisation cap, valorisation floor, quand on dit le BSR permet en fait de balayer complètement la question de la valorisation, ça c'est faux. Non, il permet juste de ne pas la fixer tout de suite, mais on en parle. Ça, c'est central aussi. Exactement. Et donc, moi, un des risques que je voyais à essayer de faire une levée de fonds en augmentation de capital à un stade aussi jeune, c'était de trop me diluer. Parce que concrètement, une boîte à 3 mois d'existence ne vaut quasiment rien. On peut fixer des valorisations, mais concrètement, de manière comptable, ce sont des entités qui ne valent quasiment rien. Après, ce qui est bien avec un BSR, ça permet de le reconnaître honnêtement, que c'est une boîte qui va peut-être valoir entre telle valorisation et telle valorisation. Et on se dit qu'en fait, cette valorisation-là, elle sera là dans plusieurs mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, au stade de la prochaine levée. Et ça, c'est quelque chose de plus réaliste, mais qui ajoute cette souplesse-là. Si on se débrouille bien, on aura une valorisation de cap de temps. Si on se débrouille mal, on estime qu'on aura une valorisation de temps. Et on estime qu'on sera un peu au milieu. Et normalement, ça peut alléger en fait ces discussions de valorisation. Parce que si on dit on vaut 2,1 millions, il y a des questions. Qu'est-ce qui fait que vous valez 2,1 millions ? Si vous dites on vaut dans les 6 prochains mois, avec toutes les choses qu'on va faire, on est confiant que dans le pire des cas, on vaudra 1 million, dans le meilleur des cas, on vaudra 5 millions, et on tombera sûrement entre les deux. C'est un discours qui est beaucoup plus crédible, et donc qui va faciliter en fait cette discussion-là, surtout quand vous êtes jeune, auprès d'investisseurs. Et pour rappeler la logique, effectivement, du BSR, en fait, c'est de pouvoir permettre à ces investisseurs-là, et d'où les pratiques aux États-Unis dont on parlait en introduction, et en Angleterre, au Royaume-Uni, où ça s'est répandu de manière hyper importante, et c'est quasi un standard. Toutes les startups, si ce n'est toutes, justement, passent par cette logique. Ou alors, comme tu viens de le dire aussi, Thibaut, si on se met d'accord sur une valorisation, que ça fait sens, et qu'on passe pas des mois et des mois à essayer de justifier une valorisation, parce que de toute façon, quand on est une société qui a 3 mois d'existence, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'éléments quantitatifs. Non, il n'y a pas d'exercice, on n'a pas encore de revenus, on a des projections, on a une promesse.
Et cette promesse, c'est quoi? C'est d'avoir une équipe comme la tienne, Thibaut, avec des profils complémentaires, avec du coup aussi une expertise et une certaine expérience dans le marché que vous adressez. Un marché du coup assez intéressant que vous allez adresser avec une solution et une problématique que vous allez résoudre. Et vous dites, il y aura de l'attraction. L'attraction, vous l'avez pas peut-être encore, elle va venir, en tout cas ça c'est sûr et j'ai pas de doute de ton côté, mais du coup sans ces chiffres-là, fixer une valorisation peut du coup être compliqué. Et donc si c'est compliqué, c'est là où la logique du BSR, comme tu l'as expliqué, permet de en fait financer au départ et assez rapidement, avec l'agilité dont on a parlé également, et en vue d'un prochain événement. Parce que la logique d'un BSR, c'est un peu comme une logique d'option, c'est on va financer le projet en vue de la réalisation d'événements futurs. Donc, ces événements futurs, c'est binaire, il y en a deux. C'est soit il y a une prochaine levée de fonds, et généralement c'est ça qui est vu et envisagé. Cette prochaine levée de fonds, elle aura lieu dans quoi? Dans 6 mois, 12 mois, peut-être un peu plus, 18 mois. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura une valorisation qui sera en principe fixée. Et cette valorisation, elle sera fixée sur la base justement de ces 6, 12, 18 mois, 24, pourquoi pas. Et c'est le temps qui aura permis de pouvoir générer un peu de traction et là, discuter avec des investisseurs, peut-être qui auront un profil différent parce que là, souvent aussi, ce qu'on entend, c'est avec un BSR, mais en fonction du montant, si c'est allez, 200 000 euros, 300 000 euros, ok, on peut faire ça sous BSR, sous forme de BSR, mais si on est vers 500 000, 700 000, 800 000, 1 million, c'est plutôt une augmentation de capital. Et en fait, ça, non, c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas le montant qui va définir en fait la forme de ce financement. Ce qui va définir la forme de ce financement, c'est exactement comme tu le disais, Thibaut, c'est quelle est ma stratégie de développement? Je veux financer sous forme de BSR et je l'expliquais, donc c'est binaire. Donc il y a soit une levée de fonds, soit en fait, s'il n'y a pas de levée de fonds, il y a ce qu'on explique là aussi avec la date butoir. La date butoir, c'est quoi? C'est à un certain moment, les investisseurs qui ont investi en BSR vont rentrer au capital. Ils ne vont pas rester ad vitam aeternam et pour toujours avec une option qui leur donne accès au capital. Non, ils vont eux rentrer au capital. Donc, et sous quelles conditions? C'est là où la valorisation cap, la valorisation floor et le taux de décote rentrent en jeu. Parce que quand on fait un BSR, il va y avoir cet investissement-là qui va être réalisé tout de suite. Donc, l'argent va rentrer dans le compte de la société. On va voir que c'est un petit peu différent avec une augmentation de capital. Et une fois qu'ils ont financé, lors du prochain tour de financement, donc, quand vous faites la levée de fonds dans les 12, 18 mois, par exemple, et peut-être avec une valorisation, comme tu disais, de 2,1 millions, OK, et eux, ils vont bénéficier, du coup, de conditions avantageuses. Et ces conditions avantageuses, c'est la valorisation cap. C'est quoi la valorisation cap? C'est par exemple le fait que eux, si on a une valorisation pré-monnaie lors du prochain tour de financement qui est fixé à, disons, 2 millions pour simplifier, et qu'on avait prévu un cap à 1 million, ça veut dire que eux, ils auront un nombre d'actions qui va être issu de l'exercice de la conversion des BSR sur la base de cette valorisation préférentielle du cap, du plafond, de 1 million et pas de 2 millions. Et donc ça, c'est aussi l'avantage qui est donné à ces investisseurs, ou alors c'est le taux de décote. Et le taux de décote, c'est quoi? C'est les 2 millions avec un taux de décote. Et on va voir un peu les chiffres, nous, qu'on a l'habitude de voir avec les données qui sont sur la plateforme, et donc qui est de 10, 20% ou peut-être 30%, ça dépend. Et donc, c'est les 30%, si on est sur cet ordre d'idée, qui va s'appliquer aux 2 millions. Et eux, ils vont bénéficier d'une valorisation de décotée de 30%. Donc, c'est soit le cap, soit la décote. C'est le plus avantageux pour l'investisseur. Et ça, pourquoi? Parce que eux, ils ont financé un projet en prenant quand même des risques. Et c'est le même exemple que je donnais quand on parlait justement de ta copine Thibaut qui a fait plusieurs investissements sur étalés 2 ans. Et ceux qui investissent dans 2 ans et ceux qui investissent à l'année 1, voire 0, ils prennent plus de risques. La société est plus précoce. Et donc, c'est justement pour ça que ces conditions permettent de récompenser le risque qui est pris et qui leur permettra de rentrer au capital à ce moment-là, parce que quand ils investissent en BSR, ils ont un droit qui leur permet de devenir associés et d'obtenir des actions sur cette base-là avantageuse. Voilà un peu la logique générale du BSR. Et le floor par rapport à ça, c'est plus du côté entrepreneur. C'est-à-dire que si ça se passe pas si bien,
et que bah voilà, on visait 2 millions de valorisation lors du prochain tour, et au final, on met un floor qui est allé à 500 000 euros, et en fait, on n'arrive pas à pouvoir financer comme on l'espérait, et donc on a une valorisation qui est en dessous des 500 000. Bon, je prends un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour imager. Et ben là, la valorisation, si on se dit, OK, c'était 300 000 euros la valo, et ben non, comme il y a un floor à 300 000 euros, ça permet d'éviter une trop forte dilution. Et donc là, la valorisation de référence pour la conversion des BSR sera de 500 000. Donc le floor qui est prévu. Et ça permet de protéger les entrepreneurs pour éviter une trop forte dilution. Voilà un peu pour tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez aussi ce QR code-là qui vous permet de pouvoir justement sur la plateforme vous connecter directement et de pouvoir jouer avec tout ça sur les différentes conditions. Mais on va le voir par la suite. Donc, n'hésitez pas de toute façon aussi si vous avez des questions directement sur la plateforme ou sur le site. Mais voilà un peu l'idée. Et toi, tu avais connaissance de ces conditions parce que tu en avais discuté avec ta copine, là, du coup, de ce que j'ai compris, c'est clair, tu avais un peu coaché sur le sujet, mais c'était facile pour toi de te dire, mais comment on fixe le cap, comment on fixe le taux de décote, c'est quoi un peu ces différents éléments? Ça va faire un peu pub, mais c'est comme ça qu'on est rentré en contact. J'ai regardé vous avez du bon SEO et j'avais fait des recherches sur Google et j'étais tombé sur vos articles qui pour le coup étaient très bien parce que, enfin, ce que j'ai trouvé intéressant et j'imagine que tu as présenté les chiffres, c'est qu'il y avait enfin, bon, moi je ne savais pas quoi mettre en décote, que je ne savais pas quoi mettre en cap, en truc. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer avec des hypothèses qui sont les hypothèses de marché qui sont la moyenne, c'est ça. On va dire qu'on est dans la moyenne. Comme ça ne fait pas trop peur aux investisseurs. Ils ne vont pas trop poser de questions. Et donc voilà. Et on va partir à partir de ça et ensuite on ajustera en fonction des discussions avec les investisseurs. Donc voilà, on avait joué un peu avec les chiffres pour comprendre à quoi ça ressemblerait et si ça allait nous convenir en fait. Mais d'ailleurs, on a justement basé sur, merci pour le SEO et les articles. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous, on met ça à disposition pour clairement de vous donner un peu des éléments sur toutes les données qu'on peut avoir sur la plateforme. Quand on dit, OK, fixer la valorisation cap, on te décode, ouais, OK, c'est exactement ce que tu viens de dire, Thibaut. OK, mais c'est quoi? OK, comment je peux me référer un peu à tout ça? Et là, la question de la valorisation, bon, là, ça permet effectivement, en fait, comment on fixe le cap? En fait, le cap, c'est pour ça que je disais, quand on parle d'un BSR, quand on dit on ne parle pas de valorisation, non, c'est faux. En fait, on parle clairement de la valorisation. C'est central. On fixe même ce qu'on peut appeler un tunnel de valorisation et entre le cap et le floor. Valorisation plafond, donc sur ce cap-là, l'idée, c'est de se projeter lors du prochain tour. C'est de se dire, voilà, pour le seed, si on veut se financer en BSR, avec la conversion des BSR, quel sera en fait, moi, mon objectif? Ce que je veux faire, c'est financer à hauteur de 500 000 euros, par exemple, ou 300 000 euros sous forme de BSR pour après pouvoir me financer à hauteur de, allez, disons, 1 million d'euros. 1 million d'euros. Et du coup, quelle sera la valorisation lors de ce prochain tour de financement qu'on souhaite et qu'on envisage de faire à 1 million d'euros? C'est une projection, on est d'accord. Mais c'est comme ça qu'on peut fixer ce cap. Et on en avait parlé ensemble, Thibaut, il y a quelques temps. Et en fait, c'est de se dire, OK, mais si je fais 1 million d'euros de financement dans 18 mois, quelle sera ma valorisation pré-monnaie? Et c'est là où j'ai souvent l'habitude de faire ce petit exercice assez simple, hein, qui est, en fait, nous, en termes de chiffres, ce qu'on voit et ce qu'on observe, donc là, on voit comment fonctionne un BSR, mais aussi les questions de maturité sur les différentes valorisations, les différents montants à investir. Donc là, nous, on était plutôt sur 1 million d'euros. Donc, par exemple, là, on est sur une valorisation, mais on est sur une étape un peu croissante, où on va se financer, etc. Et en fait, on a l'habitude de voir, nous, ici, un pourcentage, lorsqu'on lève des fonds, qui est entre 20 et 25%. Donc, si on est entre 20 et 25% pour 1 million d'euros, en fait, c'est une règle de 3 très simple pour nous donner un ordre d'idée et nous aider ensuite, du coup, à fixer le cap en fonction. Donc, vous voyez, il faut se projeter comme ça. Et si on se dit, c'est 25% du capital qui est donné en contrepartie de l'investissement de 1 million d'euros. Ça veut dire que 1 million d'euros est égal à 25%, donc 25% du capital. Donc, si 100% du capital a une valeur, c'est laquelle?
Donc, quelle est la valorisation pré-monnaie? Et donc, cette valorisation, bah, ce sera si 25% est égal à 1 million d'euros, on fait 4 fois 25%, ça fait 100%. Et donc là, en l'occurrence, ça fait 4 fois 25% qui vaut 1 million. Donc 4 fois 1 million, ça fait 4 millions. Donc on est d'accord, on tombe sur 4 millions de valorisation pré-monnaie. Donc ça nous donne une indication, une référence sur le cap. Est-ce qu'on mettrait du coup un cap à 3 millions en se disant, OK, bah ça c'est un peu l'idée et mon idéal en termes de projection financière et de mon besoin de développement et de financement, sachant, et on revient aussi à la première slide là, de se dire, si c'est 1 million que je veux, c'est peut-être pas 1 million de dilution, donc que du capital. C'est peut-être 1 million avec du prêt, avec des subventions. Et en fait, moi, en equity, en capital, je me dis, c'est plutôt 800 000. 4 fois 8, 24. On serait du coup voilà, sur cet ordre d'idées. 3 fois 8, 24, 4 fois 8, 24, ça veut rien dire, 32, pardon. Mais bref, donc là on est sur ça. Et donc là, ça va permettre de pouvoir financer et fixer plutôt son cap et ses différentes conditions. Ensuite, sur les différents pourcentage sur le taux de décote. Ça, nous, ce qu'on observe avec les données sur la plateforme, c'est au UK, on est sur 10 à 20% en général, alors qu'en France, on est plutôt entre 20 et 30%. On a une fourchette un peu plus haute. Est-ce que ça, c'est parce que, voilà, en termes de maturité, on est peut-être toujours un petit peu en décalage par rapport au marché anglo-saxon, que ce soit aux US ou au UK. Et effectivement, ça, on en parlait aussi, Thibaut, parce que toi, quand tu as discuté avec tes investisseurs, au final, vous vous êtes dit, on fait du BSR ou on fait pas du BSR? Peut-être tu leur as expliqué. Et ça, on en parlait un peu tout à l'heure. Et c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue sur ça. Donc en fait, ça dépend de à quels investisseurs vous parlez. Les syndicats de business angels sont un peu old school, ils ont des process en place. Eux, ils aiment bien les augmentations de capital ou les notions de convertibles. Les gros BA, ça va vraiment être votre sweet spot. Il y a des BA qui mettent 50 000, 100 000. J'avais parlé à un entrepreneur qui m'a dit que lui, il avait levé des tickets de plus d'1 million. C'est un cas particulier, hein, mais de gros business angels. C'est vraiment la sweet spot parce que c'est des entrepreneurs en général, des anciens entrepreneurs qui savent ce que c'est, qui comprennent le principe des BSAR. Et c'est vraiment en général eux qu'il faut aller chercher sur une levée en BSAR. Les petits business angels, ils vont pas nécessairement savoir ce que c'est. Et ensuite, les fonds d'investissement, eux, vont préférer avoir des options à titre préférentiel. Là, on rentre un peu dans des trucs plus techniques, mais il y a des common stocks et il y a des preferred stocks qui vont en gros, si la boîte fait un exit, eux, ils prennent de l'argent d'abord. Ça leur donne des avantages préférentiels. Il y a des conditions comme ça qu'un fonds d'investissement va demander qui ne sont pas nécessairement toujours disponibles avec des BSAR. Donc, un fonds va pouvoir faire investir en BSAR et dans les conversations, par exemple, que j'ai eues avec des investisseurs, ça se fait, mais ça reste assez minoritaire. Mais ça se développe de plus en plus, surtout dans des fonds qui se spécialisent en pre-seed. Donc, ça va vraiment dépendre des investisseurs. Ouais, tout à fait. C'est très juste parce que nous, d'ailleurs, on l'a fait. Et ce qu'on observe en termes de pratique en France, on a plus d'une centaine de financements. Là, on a été lancé, nous, donc je disais, c'est d'abord UK, mais en France, on est présent donc avec la plateforme complètement opérationnelle depuis à peu près 1 an. On est d'ailleurs resté sur F1 incubateur HEC, et donc c'est comme ça qu'on a rencontré aussi School Lab et donc par ton intermédiaire aussi Thibaut. Donc merci encore et merci à Anne aussi. Mais bref. Ça, si on ferme cette parenthèse, effectivement, nous, on a fait des investissements de 700 à 800 000 euros avec des fonds d'investissement sous forme de BSR. Mais c'est effectivement, tu l'as très bien dit, les fonds d'investissement ont des fois, et la plupart du temps, aussi tendance, mais ça dépend quelle maturité ils veulent investir. Donc, si c'est du pré-seed, etc., ils peuvent investir sous une forme de BSR, mais souvent aussi, s'ils investissent en seed, là, ils vont discuter des actions de préférence, et tu l'as dit également, ces actions de préférence, en fait, ça va prévoir quelques garanties sur cet investissement.
c'est pour ça qu'on les appelle les fonds de capital risque. Donc, c'est pourquoi? Parce que ça va permettre de gérer ce risque par rapport à l'investissement. C'est pour ça qu'ils diversifient et qu'ils sont des professionnels de l'investissement. Donc, la logique de BSR, eux, ils sont pas forcément fermés à ça. Ils peuvent le faire de manière moindre qu'une augmentation de capital qui va fixer une valorisation parce qu'ils connaissent, c'est leur métier et ils vont discuter cette valorisation forcément avec les investisseurs. C'est central. Tu vas nous en parler un petit peu aussi, mais en fait, eux, ce qu'ils vont également prévoir, au-delà de cette valorisation que vous allez discuter avec vos investisseurs et entrepreneurs, c'est ces actions de préférences. Et c'est quoi ces préférences? C'est comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a des liquidations préférentielles en cas d'exit? Donc, ils vont récupérer en priorité ce qu'ils ont mis en termes d'investissement et après, petit à petit, voilà, ça va être distribué sur la base du montant total qui est issu de cette vente de la société. Donc, ça, c'est un exemple juste d'action de préférence. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, quand on prévoit un BSR, c'est aussi possible de pouvoir dire que quand je vais convertir mon BSR, si je suis un fonds d'investissement, j'aurai une place au board, j'aurai des actions de préférence qui seront les mêmes que ceux qui vont rentrer à ce moment-là dans le capital, si c'est le cas. Ça, c'est possible, c'est du contractuel, on peut le prévoir, mais eux, ce qu'ils aiment bien aussi, et c'est pour ça que tu disais, les clubs de Business Angels qui ont leur process déjà implanté, et donc eux, ils vont dire non, on fait une augmentation de capital, on préfère rentrer dans le capital directement, mais ce qui implique quoi? Ce qui implique de fixer la valorisation. Et donc là, on revient à ce qu'on s'est dit. On va fixer la valorisation, très bien, si on est d'accord, ok. Après, le process, on verra aussi juste un petit peu après, mais il est différent parce qu'on va devoir effectivement faire quelques formalités qui ne sont pas forcément là présentes avec un BSR. C'est contractuel, c'est tout simple. L'argent va arriver sur le compte, mais on va le voir rapidement. Mais avant de voir ça, il y a aussi ces business angels dont tu parlais, donc qui, eux, sont peut-être pas forcément habitués, mais pas non plus fermés à investir sous forme de BSR, parce qu'ils vont se dire, OK, moi, c'est intéressant, je vais pouvoir bénéficier de conditions plus favorables lors du prochain tour de financement. Mais il y a aussi un point qui est important à avoir en tête, c'est que sur la logique d'optimisation fiscale, peut-être certains business angels, eux, se disent, ah, mais est-ce que moi, je peux bénéficier du coup d'avantages PEA, PME, ce type de financement qui me permet d'optimiser en finançant des boîtes. Et ça, avec le BSR, en fait, comme c'est une logique d'option, on n'a pas d'action, on ne peut pas forcément bénéficier de ces dispositifs fiscaux avantageux pour les investisseurs. Donc ça, c'est un cas, toi, qui s'est posé de ton côté? Oui, c'est un cas qui s'est posé avec certains des plus petits BA. C'était des gens qui voulaient mettre des tickets de 10 à 25 000 et pour qui c'était en fait un point de contention parce que eux, s'ils investissent en augmentation de capital, dans le pire des cas, ils récupèrent une partie de l'argent qu'ils auront perdu si la boîte fait faillite en crédit d'impôt quelque part ou en avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux-là, ils ne les auront pas en BSAR, ce qui fait qu'ils prennent un risque légèrement plus gros s'ils investissent en BSA. Donc c'était un des points sur lesquels les petits BA avaient des problèmes, mais après les family office et les gros BA auxquels j'ai parlé, c'était pas nécessairement des choses qui leur étaient importantes parce que eux investissent souvent à travers des structures et donc en général c'est pas le même, enfin c'est pas les mêmes dynamiques. Et oui, quand tu dis récupérer leur somme, c'est comme tu as bien précisé, hein, c'est sur la partie justement côté optimisation, ce qu'ils peuvent optimiser en termes d'impôts. Et ça, c'est clairement une question qui revient très souvent et qu'on nous pose assez souvent, qui est ah, mais du coup, est-ce que nos investisseurs peuvent bénéficier de tel ou tel dispositif s'ils investissent en BSR? Non, comme on vient de l'expliquer, pour différentes raisons, mais la raison aussi, c'est et qu'on peut donner comme argumentaire, parce que si on veut se financer, pas fixer de valorisation, ça peut prendre pas mal de temps de se mettre d'accord sur ce point. En fait, aussi, pour expliquer à l'investisseur, parce qu'il faut faire preuve de pédagogie, hein, ça a été ton cas aussi un peu, Thibaut. Ouais. Donc, clairement, c'est expliquer comment ça fonctionne, et pour nous, on vous permet justement d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir le faire de manière hyper simple. Vous allez monter en compétences, et nous, c'est notre rôle pour vous accompagner là-dessus, mais au-delà de ça, c'est aussi de dire, là, en fait, nous, les conditions qu'on peut vous donner avec le BSR, c'est quasiment peut-être plus avantageux encore
que l'optimisation fiscale que vous envisagez. Bien sûr, c'est un argument qui peut être débattu, on est d'accord. Mais bon, l'idée, c'est de dire ça, c'est de dire, ben voilà, moi, le projet, moi, j'y crois, je suis entrepreneur, bien sûr, voilà, toi, Thibaut, bien sûr que tu crois au futur de WildSense, c'est de se dire, OK, prochain tour de financement, bah, là, vous avez bénéficié de conditions quand même assez avantageuses par rapport au fait de rentrer à ce moment-là. Donc, voilà, c'est à mettre en balance. Il faut être très pédagogue avec des business angels qui ne connaissent pas trop parce que, effectivement, comme on le disait également, voilà, la pratique se développe de plus en plus sur cet aspect, cette mécanique, sur la base du mimétisme des pratiques anglo-saxonnes dont on a parlé. Et du coup, la question là qui se pose, c'est toi de ton côté aussi, comment tu t'es dit, OK, on va faire BSR ou augmentation de capital? Et ça, du coup, ça a été tranché. Tu m'en parlais tout à l'heure. Ça a été tranché. Bon, rien n'est encore fait, hein, mais donc voilà. Mais on a l'air d'aller vers une augmentation de capital, d'une levée plus traditionnelle, parce que on avait un investisseur qui a voulu prendre le lead. Et ça aide toujours. En fait, une des principales problématiques que résout un BSAR, c'est en fait, il n'y a pas besoin d'investeurs qui lead la levée. Chacun met de l'argent en salami, comme tu disais tout à l'heure. Et une des étapes les plus dures quand on lève en augmentation de capital, c'est de trouver quelqu'un qui va faire une term sheet, qui va mener un peu toutes les opérations de cette levée de fonds, parce qu'il y a des tâches administratives, etc. à faire qui sont costauds. Et nous, on a eu la chance de pouvoir trouver quelqu'un qui a l'air de pouvoir leader le tour, et c'était quelqu'un avec qui on s'entendait très bien. Et c'est surtout, enfin, c'est du cas par cas. Si on a la possibilité de choisir les gens avec qui on travaille, quelque part, le type de financement peut devenir quelque chose de secondaire. Et nous, on a eu la chance d'être dans cette situation-là. Mais il y a quand même certains avantages des BSA que j'aurais aimé pu garder, notamment mes avocats étaient, eux, ce qu'ils aiment beaucoup dans les BSAR, c'est que par exemple, pour les BSPCE, on peut les donner à titre nominatif quand la valorisation comptable n'est pas fixée. Chose qui ne peut pas être faite une fois qu'on a fixé une valorisation. Pareil pour les BSA Advisors, pour donner des parts à des advisors, on ne peut plus le faire à titre nominatif. Et donc, en fait, quelque part, si on veut motiver une équipe ou si on veut aller débaucher un potentiel co-founder ou membre de l'équipe qui sera clé, si on lève en BSAR, ça nous donne plus de temps de pouvoir donner des options à des gens qui vont être clés dans le projet à valeur nominative. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on va plus pouvoir faire si on part en augmentation de capital. Tout a des plus et des moins. Là, on a l'occasion de travailler avec des gens avec qui on a vraiment envie de travailler. Et donc c'est surtout sur ça qu'on se base. Et ça, c'est une super transition pour cette slide-là. Merci Thibaut, parce qu'effectivement, on voit les différences et les similitudes. Et là, le point que tu as mentionné sur la valorisation, en fait, la fixation du prix d'exercice pour les BSPCE et les BSAR, c'est central. C'est central pourquoi? Parce que effectivement, quand on fait une augmentation de capital, on va fixer la valorisation. Donc là, on voit la différence. Avec le BSR, la valorisation, elle est fixée de manière différée, mais encadrée avec le BSR. Mais elle est immédiate, elle est fixée, c'est ce qu'on a parlé, c'est ce qu'on a dit. Là, avec la levée de fonds, on fixe un prix, ça va donner une valorisation, ça va donner un prix par action. Quand on veut mettre en place un plan de BSPCE, donc pour partager le capital avec ses salariés, eh ben, on va devoir se référer à ce prix par action pour fixer le prix d'exercice, parce que le prix d'exercice, quand on donne un BSPCE, c'est comme des stock options. Hein. C'est je te donne le droit à toi, employé, d'acheter une action à un prix fixé à l'avance, et ce prix, il est fixé à l'avance, et après, tu peux exercer sous réserve de certaines conditions, du vesting, donc tu fais que tu restes dans la société pendant un certain temps. Mais ce prix par action, là, il a été fixé avec la valorisation donc lors de la levée de fonds, et du coup, le prix d'exercice, par référence, sera plus ou moins le même. C'est la pratique. En tout cas, pour les sociétés early stage. Mais comme tu l'as dit, Thibaut, s'il n'y avait pas eu de levée de fonds et qu'on avait fait ça sous forme de BSR, bah, les BSPCE, la valeur comptable de la société, elle est de zéro. On n'a pas de valorisation encore. Du coup, bah, le prix, ça va être quoi? Bah, le prix, si on a
un prix nominal qui est de 1 centime, comme on se le disait au départ, le prix d'exercice pour ces BSPCE peut être du nominal, donc de 1 centime. Et ça, bien sûr, c'est plus avantageux pour le bénéficiaire parce que c'est quasiment donné de manière gratuite, en quelque sorte. À la différence où, si on donnait un BSPCE après une levée de fonds, on est obligé de prévoir avec le prix par action qui découle de la valorisation qui aura été arrêtée. Ça, c'est hyper intéressant. Merci de préciser ce point. Et on voit aussi les autres différences avec là les détentions des actions. Oui, comme il va y pas avoir encore les actions qui vont être émises pour ces investisseurs BSR, eux, ce sera différé lors du prochain tour de financement. Alors, la différence avec la levée de fonds, ce sera immédiat. La dilution avait différé également avec le BSR et ce sera immédiat avec la levée de fonds. La mise à disposition des fonds, ça, c'est une similitude entre l'un et l'autre. Bien sûr, les fonds vont être donnés tout de suite. L'investissement sous forme de BSR, ce sera financé immédiat. Donc, tout de suite et instantané, comme pour la levée de fonds au moment de l'opération. Mais la différence sur cet aspect aussi, c'est le compte. Parce que ça peut être versé sur le compte courant de la société avec le BSR, à la différence de l'augmentation capitale, où il faut faire un compte d'augmentation de capital, donc qui est soit auprès de sa banque, soit auprès d'un notaire. Et donc ça prend un peu plus de temps, c'est des formalités. Et parlant des formalités, bien sûr, il y a une décision collective des associés, donc une assemblée générale, une décision unanime des associés qui doit être prise avec le BSR ou la levée de fonds, c'est pareil. Mais après, sur les formalités d'augmentation de capital, c'est différé pour le BSR parce que ce sera au moment où il y aura l'émission des actions issues de la conversion des BSR qu'il y aura l'augmentation de capital. Donc, ça revient aussi à l'aspect différé de la détention des actions, de la dilution et de la valorisation. Alors que quand on fait la levée de fonds, il y a des formalités à faire auprès du greffe du tribunal de commerce, une augmentation de capital. Vous connaissez ça certainement. Donc, ça, c'est la principale différence et similitude avec une augmentation de capital. Il y a une autre différence importante qui sont les frais légaux qu'il ne faut pas oublier. Pour une augmentation de capital, ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros. Chez Sidlégo, je pense que c'est moins cher, mais c'est dans les milliers d'euros. Dans tous les cas, ce sera dans les milliers d'euros. Ce qui, pour une petite augmentation de capital, peut devenir un pourcentage assez significatif du montant que vous levez. Et c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, parce que si vous faites un budget qui est tight, et que vous oubliez qu'il y a plusieurs milliers d'euros qui vont partir chez les avocats, ça peut faire une différence. Clairement, surtout quand on est au début du projet où là, effectivement, avoir des frais, et surtout quand on va faire une levée de fonds, disons de 100 000 euros, et quand on se dit on va faire des formalités, effectivement, il y a la partie formalité auprès du greffe du tribunal de commerce, etc., avec des frais par rapport à ça. Et après, côté juridique, bien sûr, et nous, c'est toute l'idée avec Silegal, vous donner un outil, vous permettant de faciliter tout ça, d'avoir l'aspect digitalisé de l'opération et en plus de rendre d'un point de vue prix très compétitif ces opérations-là, tout en ayant le support et l'accompagnement de l'équipe. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est intéressant de pouvoir le préciser. Et sur cette partie, peut-être avant de vous montrer sur la plateforme comment ça fonctionne rapidement, toi, de ton côté, du coup, la question de la valorisation, ça a été central aussi avec tes investisseurs. Donc là, toi, de ton côté, Thibaut, rien n'est encore tranché comme tu l'as dit, mais bon, tu t'orientes plus vers une augmentation de capital et ces questions de valorisation, toi, comment tu l'abordes vis-à-vis de ça? Donc c'est super intéressant en fait la différence entre les BA et les investisseurs à ce niveau-là. Les investisseurs, ils ne raisonnent pas nécessairement en termes de valorisation. La valorisation, et ça m'a paru assez étrange, mais intéressant et je pense assez juste. C'est en fait, ils reconnaissent que le projet on est dans un stade qui est relativement tôt, et que s'il nous dilue de 70% d'un coup, on ne sera pas motivé à continuer le projet. Et donc, ça part surtout de eux vont vouloir, disons, 5 ou 10 ou 15% de la boîte. Et nous, on va avoir besoin de 500 000 euros ou 1 million d'euros ou 750 000 euros pour aller atteindre nos objectifs sur les 18 prochains mois en attendant ou une prochaine levée ou d'être rentable. Et pour atteindre ces objectifs, on a ce budget-là en place. Et en fait, c'est plutôt à l'inverse que la chose est faite. C'est aujourd'hui, pour vous développer, vous avez besoin de combien? Les dépenses, elles vont aller où? Si tout est justifié, si tout a du sens, il y a des milestones très clairs
et qu'il y a un bon justificatif pour des dépenses qui vont devoir être faites pour arriver à ces objectifs-là, et que le game plan paraît cohérent, on va se dire, OK, bah, comme il y avait sur la slide tout à l'heure, on va diluer de 10 à 20%, voire 25% dans certains cas, mais voilà, les fondateurs, c'est 10 à 20% du capital, et c'est à partir de ça qu'on va commencer à déterminer une valorisation. Après, si la valorisation est pas ajustée et pas dans la range du stade de la boîte, ils diront non. Mais si c'est à peu près cohérent, en général, on va pouvoir éviter les questions de valorisation en allant sur des discussions comme ça. Avec les business angels, souvent, ça va être plus difficile. Ça dépend de leur background, mais surtout si on a un background en finance, comptabilité, tout ça, ils vont demander des projections financières. Ils peuvent demander des projections financières, essayer de le faire à partir de ça. Et là, en général, ça veut peut-être dire que c'est pas le meilleur invest pour vous parce qu'ils comprennent pas vraiment. Ouais, comment ça fonctionne, la visibilité. Parce que toi, la visibilité en tant que startup, c'est clair, tu l'as pas à 8 ans. C'est pas à 8 ans. Ouais, j'ai vu dans ton BP, là, sur 10 ans que tu m'as donné. J'ai un BP sur 10 ans, généralement, on est plus sur 3-4 ans hein, dans les startups. Et si on a ce type d'investisseur, effectivement, c'est un peu des signaux qui disent, OK, attention, parce que lui, si on a ce type d'investisseur et qu'on en a peut-être une dizaine un peu dans ce type-là, et ben, c'est des personnes qui vont être sur votre dos et qui vont peut-être vous embêter tout au long de votre développement. Donc ça, c'est clair d'avoir ça en tête. Donc si là, maintenant, et c'est hyper intéressant de partager ça, Thibaut, encore une fois, hein, et donc là, si je vous montre, si on se dit, OK, on va faire des BSR parce que c'est ce qui nous paraît le plus flexible, le plus adapté, sur la valorisation Capfleur, etc., c'est ce qu'on se disait. Nous, on a un simulateur là, que Félix, l'équipe, a partagé dans le chat. On a aussi, nous, après, un spreadsheet et avec l'équipe, on accompagne étape par étape hein, tout au long du process. Et donc là, si je partage mon écran, je vais vous montrer du coup un peu comment ça fonctionne, nous, sur la plateforme. Donc, très rapidement. Et en fait, on va voir, nous, avec le workflow. Donc là, vous voyez, hein, tu vois l'écran, Thibaut? Ouais. Parfait. Donc là, c'est vraiment l'interface de la société test qui s'appelle Frenchco. Donc nous, on a aussi la table de capitalisation. Une fois qu'on a créé son compte, là, on le voit, hein, toute la table de capitalisation pour permettre de retracer tout l'historique en fonction de l'étape de la société. Voilà, il y a un plan, par exemple, c'est à titre d'exemple. Après, il y a ce qu'on appelle la debt table pour tout ce qui est conversion avec des BSR, donc, ou des obligations convertibles. Donc là, c'est le CIFAS on l'appelle au UK, mais c'est notre équivalent donc, de BSR. Et ici, donc si on va dans Funding, après, on va en ouvrir. On va mettre le montant d'abord et la date. Sinon, bah voilà, c'était le 18 mars, 95 000 euros. Et on va permettre de paramétrer, là, les principales conditions de son BSR. Donc là, si on voit toutes ces différentes questions, c'est les questions qu'on a abordées ensemble. Et donc, ces questions qu'on a abordées ensemble, c'est d'abord aussi, est-ce que tu en fais un ou plusieurs de BSR? Oui, on va faire plusieurs, disons pour un montant de 300 000 euros envisagé, mais on met du coup un montant un peu plus significatif pour se laisser une marge de manœuvre au cas où. Pourquoi tu vas effectivement financer ta société pour développer, construire une équipe? Et ensuite, on voit, voilà, la valorisation, elle sera décotée de combien? Est-ce qu'il y a une décote ou est-ce que c'est une valorisation fixe? Généralement, on est sur quelque chose qui est variable. Donc là, on le voit et on va pouvoir paramétrer ici. Donc oui, disons 10% ou peut-être 20%. OK, on va mettre un cap oui, disons les 4 millions, 2 millions de valorisation floor, 4 millions 5, disons, de valorisation s'il n'y a pas de prochain tour de financement, donc arriver à la date butoir dont on parlait. Ensuite, qu'est-ce qui définit cet événement déclencheur? Est-ce que c'est une levée de fonds, une augmentation de capital futur de 150 000 euros, 1 million d'euros, combien? Peu importe. Là, on peut le préciser effectivement ici. Et ça veut dire qu'en dessous de cette somme-là, et ben, du coup, il n'y aura pas la conversion du BSR. Donc là, on prévoit également sur cette partie la décote, pas la décote, la date butoir, pardon. Donc cette date butoir, ça peut être 12 mois. Donc c'est s'il n'y a pas de tour de financement qui qualifie et qui permet de convertir les BSR, bah, du coup, il y a une date. C'est un peu comme la péremption de ce BSR. Et en fait, ça automatiquement arrivé à la date qui est celle-ci, et ben, convertira les BSR.
les BSR entreront du coup et seront issus des actions. Donc là, on renseigne avec les comptes de la société, les coordonnées bancaires, c'est un commissaire au compte oui ou non. Et une fois qu'on a prévu ça, on peut prévoir ici aussi contractuellement certaines conditions pour les investisseurs, parce que eux, quand ils vont investir, oui, ok, nous, on s'engage en tant que entrepreneur à dire que tous les actifs sont détenus par la société et pas par moi, entrepreneur en propre, ou comme toi, c'est ton cas, Thibaut. C'est la société, c'est Wellsen qui détient les actifs immatériels, etc., la propriété intellectuelle. Donc là, on peut dire, effectivement, et ça, c'est des garanties données aux investisseurs R et contractuellement prévues dans le contrat R, donc d'accord d'investissement rapide. Et pareil, voilà, il y en a d'autres. Vous pouvez vous connecter sur la plateforme. Il y a bien sûr 30 jours d'essai gratuit, donc n'hésitez pas, vous faire un compte et à venir sur la plateforme comme on le voit là. Et là, s'il y a des éléments particuliers à renseigner, comme on l'a fait nous d'ailleurs avec les fonds d'investissement dont j'ai parlé tout à l'heure, pour des investissements de 700 000 euros, 800 000 euros, en disant par exemple, oui, nous, on souhaiterait bénéficier d'une place au board lors de la conversion des BSR et du seed round, donc du tour de financement qui viendra. Ici, une fois qu'on a prévu ça, qu'on a paramétré nos principales conditions, et en fait, ça va nous permettre de créer le contrat. Et le contrat est créé automatiquement ici, on le voit, il apparaît. Et donc, il apparaît ici, dans toute sa longueur. On peut le télécharger sous forme PDF. On peut ici, bien sûr, cliquer sur Terms View. Donc ça, en cliquant sur Terms, ça permet de voir en fait les principales conditions directement, plutôt que le contrat dans sa longueur. On clique sur une des conditions. Tant que le contrat n'est pas signé, on peut le modifier comme on le veut. Bien sûr, en accord avec l'investisseur. Une fois qu'on est d'accord sur ces conditions, on se dit, OK, on peut partager ce document et le contrat à l'investisseur en question et on peut le signer en ligne directement. Une fois que c'est signé, on passe aux autres étapes. Donc, sur les décisions des associés, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, avec le rapport du président, décision des associés, le bulletin de souscription. Et c'est pour ça qu'on explique que nous, de notre côté, chez Silegas, on digitalise donc l'opération et la levée de fonds. Voilà un peu l'idée de comment ça se traduit. Et maintenant, je pense qu'on a fait déjà un beau tour du sujet. Merci Thibaut pour tous tes conseils et ton partage d'expérience. Et maintenant, voilà, c'est le temps des questions. Il nous reste 4 minutes. Je pense que vous avez habillé quelques petites questions. Si on va dans la section questions, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à les poser. Et là, il y avait quelques questions. J'aurais bien aimé savoir concrètement comment se passe une levée de fonds non BSR. Un exemple pour expliquer cette histoire d'investisseurs qui se mettent d'accord. Ça, c'est clairement ce que tu disais aussi, Thibaut. Donc là, si je réponds à ta question, Farid, et si on y répond, c'est effectivement, on va discuter généralement avec un lead investor. Et en fait, c'est la personne, comme tu disais, Thibaut, avec qui on va discuter des principaux termes. Et les autres investisseurs, on ne va pas discuter avec tout le monde. Si on a une quinzaine d'investisseurs, par exemple, on ne va pas négocier 15 fois les mêmes termes avec tout le monde. Sinon, on va se perdre et ça va durer en fait à l'infini, ces discussions. Donc, comment ça se passe? Généralement, on a une personne avec qui on discute des principaux termes. On va discuter aussi avec les autres, bien sûr, mais on discute des principaux termes avec ce lead investor et les autres investisseurs vont s'aligner sur les termes qui ont été négociés avec cette personne. Donc, c'est... Ouais, vas-y, je t'en prie. Il y avait une autre question de Rafik au tout début. Souvent, les aides et les subventions se basent sur le capital. Du coup, est-ce que cela a un impact de mettre le capital dans le capital social ou dans le compte courant? Je vais te laisser répondre, mais moi, de ce que j'ai compris, en fait, en France, on va aller chercher des subventions de la BPI. Ça va être l'acteur majeur. Et la BPI, dans beaucoup des cas, va considérer des quasi-fonds propres comme suffisants. Et donc, on peut mettre des choses en compte courant et aller chercher des subventions. Après, ça dépend si on va chercher vers d'autres acteurs, j'imagine. Mais on est en France, la BPI, ça va être l'acteur principal à nos stades. Clairement, et c'est tout à fait ça, dans le sens où si on a les quasi-fonds propres, c'est pris en compte. Et d'ailleurs, on a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps avec l'incubateur HEC sur les différents moyens de financement et c'était avec Finreca, un de nos partenaires, toute cette partie non dilutive, subventions et autres. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre blog et on aborde ces sujets. Mais pour répondre à cette question, quand on fait un BSR, par exemple, oui, c'est pris en compte parce qu'effectivement, quand on veut aller chercher des subventions, généralement, c'est un peu du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de capital ou de quasi-fonds propres, donc de quasi-fonds propres, ça veut dire soit sous forme de BCR, soit aussi concours associé a priori, il me semble, à vérifier, mais je crois que c'est le cas.
Et donc, ce qui permet derrière de pouvoir obtenir ces subventions si c'est un prérequis, clairement. Et donc, il y a une autre question qui est posée par Clarisse. Clarisse nous dit, avez-vous un exemple de BSA pour un membre du board? Est-ce une pratique que vous conseillez? Alors là, il faut effectivement faire bien une distinction entre les BSA R, donc accord d'investissement rapide, et les BSA Advisor. La logique est la même parce qu'on utilise le même outil, on utilise le bon de souscription d'actions. Mais ensuite, en pratique, le BSR, lui, c'est pour des investisseurs. Donc, c'est des personnes qui vont investir avec une casquette investisseur et qui pourront également apporter de l'expertise, pas forcément que de l'argent non plus, ce qu'on appelle le smart money. Mais après, si une personne est dans un board et où, par exemple, vous constituez un comité scientifique ou stratégique et que vous voulez, sans que eux investissent et financent la société, mais vous voulez leur donner de l'equity et les intéresser au capital, c'est là où on peut utiliser le BS Advisor, un peu comme les BSPCE dont tu parlais, Thibaut. Et donc, c'est une logique qui est complètement différente de la logique investisseur BSAR. Là, on est dans une logique conseil et une logique advisor, intéressement au capital, c'est advisor, sans forcément investir. Mais c'est d'ailleurs ce que disait aussi Bruno dans le chat. Effectivement, le BS Advisor, lui, à la différence des BSPCE, donc si on parle de cet intéressement au capital pour des personnes externes, à la différence des BSPCE, oui, il faut payer un prix qui est généralement entre 10 et 20% du prix par action, d'où la question de la valorisation dont on parlait également. Et donc, ce BSA Advisor, lui, doit être payé par l'advisor à hauteur de 10-20% du sous-jacent qui est l'action, donc le prix par action, ce qui n'est pas le cas pour les BSPCE. Mais voilà un peu l'idée. Et donc, pour intéresser un advisor qui constitue, qui est dans le board, comme tu l'as dit, Clarisse, et en fait, on peut utiliser cette logique de BSA Advisor et donner un pourcentage du capital sous forme d'options, parce que les BSA, c'est un peu comme des stock options. Dans l'idée, la mécanique est la même, comme les BSPCE dont je parlais tout à l'heure. Donc, et est-ce une pratique qu'on conseille? Oui, tout à fait. Nous, on le fait. On a d'ailleurs le produit aussi sur la plateforme pour le BSA Advisor, comme dans la même logique avec le BSR que je vous ai montré. On permet de pouvoir digitaliser le process. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On n'en a pas. N'hésitez pas à les poser. Je crois qu'on a dépassé de 2 minutes. Donc, si dans 1 minute, on n'a pas d'autres questions, on se souhaitera une bonne journée et on se dira à bientôt. Mais on va attendre 1 minute. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être tu as des questions, toi de ton côté, Thibaut? Plein, toujours. Non, mais là, je vois qu'il y a 2-3 personnes qui sont en train de taper. Et donc, ouais. Donc là, je pense qu'on va avoir des questions. Est-ce recommandé de lancer un BSR en même temps que des BSA Advisor ou plutôt séparés? En fait, ça dépend. C'est une bonne question, Bruno. En fait, on peut faire les deux en même temps. Ça, c'est clair, nous on le fait et on l'a vu. C'est d'ailleurs ce que toi aussi, tu as dit, tu en avais discuté avec tes avocats. C'était ça aussi la question. Tu peux le faire en même temps. Et l'intérêt aussi de pouvoir avoir des BSA R, c'est pas de fixer de la valo et permettre, comme tu l'as très bien dit, Thibaut, c'est de permettre d'avoir un prix d'exercice qui est au nominal, donc le plus bas possible, quasiment gratuit. Et donc, les séparer, en fait, si on a un advisor qui veut aussi peut-être investir dans la société, on peut le faire sous forme de BSR. Après, mais du coup, est-ce qu'il va investir et donc le fait qu'il investisse et qu'il ait des BSR, ça suffit? Ou est-ce qu'on veut en plus lui donner des BSR advisor? Là, à mon sens, on peut les séparer. Mais ça veut dire que sur la partie BSR advisor, lui, il investit en tant qu'investisseur avec un BSR. Ok, très bien. Et ça, on le met de côté. Il va après apporter aussi son expertise, etc. Mais si on veut vraiment structurer ça, faire en sorte que tous les mois ou tous les trimestres, ils viennent, ils fassent des réunions et qu'il y ait vraiment des objectifs un peu clairs sur l'accompagnement qu'il va donner avec une logique d'advisor, là, on peut, sur on top, si on veut, ou du coup, ajouter cette logique de BSA advisor avec celle de BSR. C'est complètement quelque chose qui est faisable et qui peut être recommandé de faire si vraiment on a cette logique de structurer l'accompagnement avec l'advisor, de le faire avec nous, on le fait aussi avec un contrat de prestation de service. Clairement, ça c'est tout à fait quelque chose qui est faisable et qu'on peut faire. Alors, il y a 2 autres questions. C'est important aussi de justement pouvoir justifier aussi, pour rebondir là-dessus, de pouvoir justifier en fait les advisors pourquoi ils sont là.
parce que c'est facile quand on a une petite boîte de se dire, il y a telle ou telle personne, et moi, enfin, c'est ce que je faisais. Il y a telle ou telle personne qui est vachement impliquée dans le projet, j'ai envie de leur donner des parts pour qu'ils soient vraiment investis. Mais le concrétiser, en fait, ça aide parce que quand un investisseur revient et dit bah, nous, on négocie assez c'est dur pour une valorisation, même si c'est une fourchette. Nous, on va se retrouver avec 5%, 6%, on va vous donner tant d'argent. On voit que vous avez donné 1% à quelqu'un avec qui vous n'avez même pas de contrat pour enfin, que vous appelez de temps en temps. C'est quoi ce bordel? Et en fait, ça peut être un point de contention. Donc, il faut faire attention aussi avec les advisors à les rémunérer justement, mais aussi avoir des attentes écrites de ce qu'ils vont vous apporter à minima, en fait, on peut dire des réunions tous les mois, tous les trimestres, des introductions. On peut mettre toutes ces choses-là de façon contractuelle et ça rassure les investisseurs. Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut bien cadrer ça. Et donc, la logique de pouvoir séparer l'un et l'autre, clairement, on peut faire BSR, BC Advisor, le faire en même temps. Mais il faut bien que ce soit cadré et fixé, et comme tu l'as dit, Thibaut, clair entre vous et que voilà, ce soit pas un problème pour des investisseurs qui vont se dire, OK, ben moi, j'ai mis 10 000 euros et lui, il va passer quelques coups de fil avec toi. C'est même pas cadré et tu lui donnes 1%. Je comprends pas trop là. C'est clair, c'est clair. Et il y a des petites questions maintenant qui ont été posées. Alors, combien d'investisseurs BA conseillez-vous à ce stade? Donc, il y a, c'est pas un nombre spécifique, bien sûr. Une centaine d'investisseurs avec des petits tickets, bah, ce serait une centaine de personnes à gérer, donc c'est pas forcément l'idéal pour caricaturer et pour répondre à tes questions. Donc Mamadou. Et après, si on est sur 3-4 personnes, c'est très bien. Même si on est sur une dizaine, ok. Toi de ton côté, il y en a combien d'ailleurs? Encore à définir, on n'a pas closé, mais mon but, ce serait d'en avoir 3 ou 4 maximum, d'avoir des personnes qui sont des personnes qui, à chaque fois, peuvent apporter quelque chose. Au début de la levée, je m'étais dit, oh, bah, on s'en fout, on va juste lever des fonds. Et très vite, en fait, tu réalises qu'il y a énormément de sources de financement et que non seulement les personnes qui sont enfin, le smart money, c'est facile de dire aller chercher du smart money. Mais en fait, quelque part, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous ciblez bien vos investisseurs, vous avez des chances qu'ils investissent qui sont beaucoup plus hautes. Parce que les investisseurs, ils peuvent investir dans n'importe quel projet. Et eux, si vous leur dites, si vous dites à quelqu'un qui est dans le domaine des voitures, d'investir dans votre projet de produits de beauté, il va se dire concrètement il y a quelque chose qui ne va pas parce que déjà dans son approche de démarchage des investisseurs, il a choisi les mauvais. Alors que si vous choisissez des ex-cadres à L'Oréal, par exemple, bah là, il va avoir un fit qui a plus de sens. Et non seulement vous allez avoir plus de chances d'avoir ces investisseurs-là, mais ensuite, vous allez en retirer plus. Donc, moi, ma préférence, c'est d'aller chercher moins d'investisseurs sur des plus gros tickets. Il y a une corrélation entre le montant du ticket et le nombre de questions qu'ils vont vous poser, et elle est inverse, en fait. Le plus quelqu'un va mettre d'argent, en général, c'est pas une règle stricte, hein, mais les gens qui vont mettre 50 000, 100 000, 150 000 vont en général poser moins de questions peuvent me poser moins de questions que des investisseurs qui mettent 10 000 et qui vont être beaucoup plus dans les détails, en fait. Donc, s'il y a l'option, prenez moins d'investisseurs sur des plus gros tickets. Et Jean-Baptiste me pose une autre question qui est: conseillez-vous d'avoir un MVP, un début de traction pour aller chercher des BSR? Bah, les financements, après, c'est du Friends and Family, par exemple. Hein. Si on a un premier réseau ou ceux qu'on appelle Friends and Family, c'est des personnes qui vont financer plus le projet pour vous que pour le projet en tant que tel, souvent. Donc, c'est vraiment ce premier cercle de personnes de confiance. Après, effectivement, il est toujours bon et très souvent recommandé d'avoir un peu de traction. La traction, c'est pas forcément que du revenu non plus, hein, mais ça dépend. Mais pour aller effectivement réaliser ce BSR, comme tout financement, le mieux, c'est oui, de commencer à avoir déjà un projet qui ressemble à ce que vous voulez faire, d'avoir des tractions, des chiffres, par exemple des nombres de personnes inscrites par semaine, par mois.
Des revenus, c'est encore mieux, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important. De ton côté, Thibaut? Je pense que c'est essentiel. Enfin, on n'a pas encore levé, hein, mais je pense que si on lève aujourd'hui, c'est parce que, enfin, dans les derniers mois, on a réussi à non seulement avoir un MVP, mais avoir des clients payants. Et même s'ils payent pas grand-chose, c'est pas grave. Le fait que des gens payent pour votre produit, c'est déjà un très bon signe. Parce que ça va vous différencier de tous les produits, tous les projets qui sont des projets qui n'ont pas de clients payants. Aujourd'hui, enfin, faut pas rêver, hein, enfin, on est entrepreneur, on a des missions, mais on reste des entrepreneurs qui bâtissent des business. Et s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans un business, c'est pas un business. Et donc, un investisseur, s'il voit que vous démarchez déjà et que vous vous débrouillez pour faire un MVP que les gens sont prêts à payer pour, c'est un hyper bon signe. En tant que solo founder, pour répondre à cette question-là, moi, je le suis. Euh, il faut s'entourer d'une bonne équipe, c'est sûr. Aujourd'hui, je ne pourrais pas porter le projet sur mon équipe. Le fait que je sois seul, ou quasi seul au capital, c'est un point avec les investisseurs, mais dans mon cas, et j'imagine comme le tien, moi je suis très ouvert au fait que s'il y a un profil technique qui est très bon, que je peux apporter au capital, c'est quelque chose que je ferai. Et donc, la narrative que tu peux utiliser là-dessus, c'est enfin, le projet est tout jeune. Donc aujourd'hui, j'ai constitué une équipe. Le choix d'un cofondateur est un choix très important et je préfère ne pas rusher cette décision-là. Je veux vraiment trouver la bonne personne. Je suis en recherche active et d'ailleurs, si vous avez des recommandations de profils qui sont disponibles, envoyez-les-moi. Et ça envoie un très bon signal. Parce que de un, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont être votre cofondateur à travers ça. Les investisseurs, les VC connaissent très très bien l'écosystème et les bons profils. Euh, et de deux, ça rassure parce que ça montre votre ouverture euh, envers ça. Et ça, c'est super important. Et pour compléter ce point, effectivement, souvent, les investisseurs, ils ont des thèses d'investissement dans lesquelles ils privilégient forcément des équipes de plusieurs cofondateurs, cofondatrices, avec des profils complémentaires, évidemment. Mais c'est encore une fois, c'est comme quand on disait, bah oui, les fonds d'investissement préfèrent aussi et souvent investir un peu comme les clubs DBA en tant que, enfin, voilà, et en tant qu'augmentation capitale, donc avec une levée de fonds classique, mais on le voit aussi avec des BSR et on en voit de plus en plus. Donc voilà, il y a toujours des exceptions au principe. Et dernière question, on comprend parce qu'on a dépassé 12 minutes maintenant et on va vous laisser. En tout cas, c'était super intéressant de pouvoir discuter avec toi, Thibaut, de ces aspects et de vous avoir aussi, vous, connecté sur Lifetime, sur nos webinaires. Merci encore au Schoolab, mais voilà, je ne clôture pas. Il y a une dernière question, mais après je clôture. Donc, c'était sur la valeur comptable. Ça, oui, effectivement, ça apparaît dans vos comptes. Hein, donc, ça, c'est à voir avec votre comptable et à bien vérifier ces éléments. Il y aura, du coup, une inscription dans vous, votre bilan, etc. Donc ça apparaîtra après sur les questions des ratios. Bien sûr, vous pouvez du coup intégrer ça comme on le voit en termes de quasi-fonds propres dont on a parlé. Voilà, à voir avec votre comptable, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Thibaut pour ce webinaire, pour tous tes conseils et ton partage d'expérience. Top. De voir en plus tu es en pleine levée de fonds, donc je te souhaite d'avoir un bon closing, voilà, la valorisation que tu veux, que ça prenne pas trop de temps, peut-être si tu as, allez, disons 2 conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui étaient là ce matin. Merci encore en tout cas pour venir au Schoolab. Alors, tes 2 conseils, ce serait quoi? Mes 2 conseils en levée de fonds, c'est faire un CRM. Moi, je l'ai fait sur Notion. Faire un CRM, mettre toutes les personnes qui peuvent qui peuvent vous faire des intros. Ensuite, tous les leads. Donc, une fois que vous avez des intros, vous les mettez dans les leads. Une fois que ça se convertit en first call, vous les mettez dans la colonne des first call. Une fois que, ensuite, il faut tout bien préparer avant même de commencer ça. Il faut une data room avec votre modèle financier, votre pitch deck et quelques documents en plus, peut-être sur votre marché, sur votre produit, une démo, une data room de prêt, un pitch deck de prêt. Et une fois que vous avez fait cette première appel,
vous leur envoyez cette data room-là. Parce qu'en général, c'est une étape qu'ils vont vous demander de toute façon s'ils sont intéressés. Donc, vous pouvez gagner 1 semaine ou 2 semaines par conversation si vous envoyez ça directement. Une fois que vous avez qui sont intéressés, vous les mettez en due diligence et ensuite c'est des ventes. Hein. Vous faites des follow-up, vous faites des follow-up, vous faites des follow-up. Si vous pouvez les passer en texto, c'est super bon signe. Si vous pouvez les appeler, c'est super bon signe. Et trouver des personnes avec qui vous vous entendez super bien. Pour essayer d'avoir des leads et des personnes qui, eux aussi, si des investisseurs vous recommandent à d'autres investisseurs, ça peut aller très vite. Donc c'est vraiment une approche de vente où vous avez ce funnel-là. Et ensuite, à la fin du funnel, c'est avec toutes les personnes avec qui ça va bien, demander des referrals pour plus d'intro, pour alimenter votre pipeline. Mais prenez, enfin, c'est des ventes. Hein. Vous vendez la boîte. Prenez cette approche-là. Quoi de mieux pour finir ce webinaire que ces conseils pratiques, c'est génial, c'est exactement ça. Donc voilà, notez bien ce que vous avez dit Thibaut sur ça, notez bien aussi tout ce qu'on a pu se dire. Le replay sera disponible bien évidemment sur notre blog aussi, donc sur seedlegals.com. N'hésitez pas à vous créer un compte, à nous contacter sur le site directement. En tout cas, on sera ravis, nous, de vous accompagner et discuter de tous ces aspects. Encore une fois, merci Anne du School Lab, merci à toi Thibaut, passez une très bonne journée, on a dépassé 15 minutes, mais c'était hyper intéressant. Donc voilà. À bientôt et on se reparle vite. Salut à tous.